Le G3 Bourse, ils sont revenus fidèles au poste pour cette nouvelle saison pour faire un point sur le bilan des marchés et naturellement leurs préconisations en termes d'allocation. Avec nous aujourd'hui, Frédéric Leroux de Carmignac Gestion. Frédéric, bonjour, bonne année. Jean-Louis Delay, Crédit Mutuel Asset Management. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous, meilleurs vœux à tous. Et Eric Turgeman d'Ophi Invest AM, changement de nom suite changement de marque et changement de titre aussi, puisqu'Eric, vous êtes désormais co-directeur de la gestion collective. Bonjour et bonne année. Bonjour Jean-François, bonne année à tous. Allez, on attaque de suite. Je vais vous demander un petit exercice de prévision météorologique. L'année 2022 a été franchement une année galère. On va le dire très clairement, avec des taux fortement orientés à la baisse, des marchés également baissiers. Est-ce que après l'orage de 2022, quelle sera la météo ? Je vous donne quelques sigles météorologiques. Le grand soleil, les éclaircies, couvert, pluvieux, orageux. Et donc, chacun va donner son sentiment. Frédéric Leroux, je commence avec vous. Oui, je dirais un temps breton. Jean-Louis ? Plutôt une éclaircie. Ok, et Eric Turgeman ? Éclaircie aussi. Question avant qu'on rentre pour essayer de comprendre effectivement le pourquoi de vos sigles météorologiques. Comment les clients ont compris sur la gestion diversifiée ce qui s'est passé en 2022 ? Parce que d'habitude, on se dit la gestion diversifiée, on met du taux et on met des actions, ça limite le risque. Or, aujourd'hui, on constate au vu des performances que nombre de fonds diversifiés ont des performances qui sont inférieures aux fonds actions. Frédéric, les clients ont réagi comment ? Alors, les performances de nos fonds diversifiés n'ont pas été inférieures à celles des fonds actions, donc c'était déjà quelque chose d'un petit peu compliqué à éviter, à avoir expliqué justement. Non, je crois que ça a été une année qui a été vécue difficilement par l'ensemble des clients. Ça s'est traduit quelquefois par un peu de sortie, on comprend bien, mais bien maîtrisé globalement. Et l'histoire était assez facile finalement à raconter. C'est-à-dire la recorrélation des classes d'actifs par rapport à toute la période de la décennie passée où l'inverse était vrai et permettait justement une progression régulière des fonds diversifiés. Jean-Louis Delay, votre sentiment là-dessus ? Est-ce que le métier de gérant diversifié a été un peu plus dur l'an dernier que les années passées ? Clairement, ça a été moins facile. Hein. Évidemment, les marchés étant corrélés et avec des performances négatives sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc, effectivement, la gestion diversifiée a souffert. Bon, toutefois, on n'a pas eu beaucoup de sorties. Le Crédit Mutuel AM finit même en collecte nette, globalement toutes classes d'actifs confondues. Donc, c'est plutôt un beau résultat dans ce contexte-là. Eric Turgeman ? Ce qui est difficile pour les clients, effectivement, c'est par rapport au profil. Vous savez qu'en général, il y a souvent 3 profils, l'équilibre, dynamique, prudent. Et normalement, prudent, comme son nom l'indique, c'est on ne doit pas faire de pertes, quoi. Et comme dans le prudent, il y a des obligations et que, effectivement, là, les obligations ont plongé, c'est pas forcément évident d'expliquer à des clients qu'avec un profil prudent, ils sont en performance négative, même si c'est pas la performance quand même des marchés actions. Autre élément un peu compliqué, c'est que le CAC 40 s'en tire pas si mal. Et qu'en fait... et c'est la référence des clients C'est la référence des clients. C'est le CAC 40. Et Eurostock 50, ils s'en fichent un peu, et je ne parle pas des autres indices. Donc le CAC 40, il termine à 8%, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas catastrophique, ce qui ne reflète pas du tout les marchés dans leur ensemble. Et donc, à un moment donné, expliquer que le CAC 40 a fait moins 8 et qu'éventuellement des fonds diversifiés ont fait plus mal, c'est pas forcément évident. Ok. Allez, question. Maintenant, tout à l'heure, je vous posais une question météorologique pour qu'on plante le décor. Je vais vous poser une autre question toute simple. En un mot, quel est pour vous l'indicateur à suivre en priorité sur l'exercice 2023 ? J'étais avec vous, Eric Turgeman. Je reste avec vous. Votre mot, c'est quoi ? En un mot ? Un mot. Bénéfice. Ok. Jean-Louis Delay, votre mot. Moi, je reste constant par rapport à notre dernière table ronde, c'est-à-dire l'inflation aux États-Unis. Frédéric Leroux. Ce sera la réaction des marchés de taux à la désinflation aux États-Unis. Désinflation aux États-Unis. Donc, vous nous annoncez une baisse de l'inflation. On va, à partir de ça, creuser. Eric Turgeman, pourquoi vous nous dites que l'élément clé à regarder, ce sera les bénéfices des entreprises ?
Ils ont triché, hein, c'était en un mot, je dis. Je reconnais. Pourquoi de toute façon, il y a deux éléments. Hein. Les marchés actions, hein, c'est des bénéfices et des taux. Hein. C'est rien d'autre. Après, il peut y avoir toute la psychologie dans les flux et tout, mais enfin, c'est bénéfices et taux. Bon, alors l'inflation, ça on peut se tromper, mais il semble que c'était le gros sujet de l'année dernière, mais ça on va en débattre. En tout cas, les marchés considèrent que le pic est derrière nous, qu'il y aura toujours de l'inflation, mais quand on regarde les break-even d'inflation, les anticipations d'inflation, ça a l'air à peu près de se calmer. La grande question, c'est que là, on va rentrer en ralentissement plus ou moins marqué, mais en ralentissement, et qu'il y a une corrélation très forte entre les bénéfices des sociétés et la croissance économique. Et que là, on est dans le flou total sur la croissance. On a des croissances qui sont revues fortement en baisse, ça, on peut en parler, nous on est un peu moins négatif, et que derrière, on va commencer à réviser en baisse les profits, ce qui n'a pas du tout été fait par les analystes, pas du tout. Alors, que les analystes soient en retard, bon, c'est fréquent. En revanche, on entend une petite musique qui consiste à dire, mais en fait, les entreprises aujourd'hui, elles sont tellement grosses qu'elles arrivent à faire passer toutes les hausses de prix qu'elles veulent, et donc, de fait, elles maintiennent leur marge, quelle que soit la situation d'inflation, et les entreprises sont beaucoup plus puissantes qu'elles n'étaient il y a 10 ou 15 ans. Ça, vous réagissez comment quand on vous dit ça ? Alors, je dis que c'est totalement le vrai, mais pas toutes, et qu'à un moment donné, elles vont se trouver confrontées au problème de pouvoir d'achat des ménages, en tout cas celles qui sont face aux consommateurs. Voilà. Un peu plus le B2C comme on dit, et à un moment donné, si le consommateur, si les salaires ne suivent pas, et ils suivent pas complètement, à un moment donné, vous pouvez pas faire passer les hausses de prix à des gens qui peuvent pas. Voilà. Donc il y aura, dans certains cas, des profit warnings. Et le profit warning, il est sanctionné très lourdement, et on pourrait avoir des sociétés qui font des -20 sur leurs publications, pas toutes. Pas toutes, loin de là, mais ça suffira pour créer le doute. Et on aura de la volatilité à ce moment-là. Voilà. Jean-Louis Delay, on va réagir. Vous nous avez dit tout à l'heure, l'élément « je reste stable dans le temps ». La dernière fois, je vous disais l'inflation aux États-Unis, je maintiens l'inflation aux États-Unis. Éric nous dit l'inflation, dans mon esprit, c'est un peu le sujet du passé. Alors pourquoi, pour vous, c'est le sujet du présent ? C'est quand même le sujet du présent parce que, comme le disait collègue, en fait... Quand on valorise une entreprise, on utilise un taux d'actualisation. Et c'est la même chose pour les obligations. Donc le taux d'actualisation, il est très important. On l'a vu l'année dernière. La hausse des taux longs, ça a eu cet impact à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés d'actions. Ça a provoqué une forte baisse des deux classes d'actifs. Donc la grande question, c'est cette inflation aux États-Unis, est-ce qu'elle va se modérer ? Est-ce que du coup, la Banque centrale américaine qui va évidemment piloter sa politique monétaire en fonction du niveau d'inflation, jusqu'où on va aller, ou quel est le taux plafond. Et votre réponse à ça, parce qu'Éric nous disait il y a un instant, les marchés considèrent que le pic d'inflation est derrière nous. Oui, alors je suis assez d'accord. Le pic d'inflation aux États-Unis est derrière nous. Il y a plusieurs composantes qui vont dans ce sens-là. Les prix de l'énergie qui se sont modérés, qui restent élevés, mais qui se sont quand même modérés. Et on sait très bien qu'à partir du deuxième trimestre 2022, on va avoir un effet de base favorable. Le fameux shelter, le logement aux États-Unis, qui pèse pratiquement 30% de la composante inflation là-bas. Et on voit que les prix des loyers commencent à se modérer également aux États-Unis. Et puis également l'inflation salariale, puisqu'on a eu un chiffre vendredi dernier, 4,6% de croissance des salaires aux États-Unis. Ça reste élevé sur un an glissant, mais c'était inférieur aux 5% attendus. Donc on a plutôt des bonnes nouvelles dans ce sens-là, et on peut espérer effectivement qu'on ait dépassé le pic d'inflation aux États-Unis. Ok, aujourd'hui on considère que la Réserve fédérale, elle regarde quoi ? L'inflation, les dépenses des ménages et de plus en plus ce qui se passe au niveau des salaires ? Oui, ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils allaient regarder de très près l'inflation des salaires, que c'était clé pour eux avant de pouvoir adopter une position, disons, plus modérée. Frédéric Leroux. Je me tourne vers vous parce que vous aimez bien en général secouer le cocotier et la dernière fois qu'on avait été en plateau, vous nous avez dit les marchés se mettent le doigt dans l'œil sur le sujet du pic d'inflation. Il y aura pas de pic d'inflation, mais il y aura plusieurs remontées de l'inflation. Et puis là, pardonnez-moi de vous dire la chose suivante. Mais tout à l'heure, vous avez utilisé le mot désinflation. Alors je me suis dit, mais attends, il est totalement contradictoire avec lui-même. Il est en train d'envisager une baisse des taux ou ça va remonter ? Je suis toujours très largement dans mon idée de long terme d'inflation structurelle, qui a démarré à la sortie du Covid, avec la réouverture de l'économie. J'ai entendu plusieurs fois le pic d'inflation, et c'est là qu'est l'erreur de mon point de vue, c'est qu'on va avoir une succession de pics d'inflation.
On a fait le premier. On est en train de descendre maintenant pour bien marquer le premier pic. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la réaction des marchés à la baisse de l'inflation. C'est que ce qui va m'importer, moi, c'est de comprendre quand les marchés vont anticiper la prochaine remontée d'inflation. C'est là que je suis. Donc, je suis pas du tout dans l'idée, il y a un pic d'inflation, c'est terminé et on revient comme dans les années 2010. Il y a un premier pic, une descente, une remontée. Et c'est l'histoire des 10 ou 15 ans qui viennent, de mon point de vue. Voilà l'histoire. Donc je suis vraiment droit dans mes bottes et je change pas du tout de vision par rapport à ce que j'ai exprimé les 2 dernières fois. Et ça peut se passer, cette perception d'une remontée de l'inflation, ça peut se passer dans l'année 2023, ou puisque vous nous avez dit je suis dans une réflexion de long terme, vous vous dites plutôt 2023, la thématique, ça sera quand même une sorte d'atterrissage de la hausse des prix. C'est désinflation, c'est certain. Par contre, je pense que la Banque centrale américaine va rester assez tendue parce que le marché du travail n'arrive pas finalement à se détendre. On voit effectivement sur le front des salaires des inflexions vers le bas, mais on a un plein emploi historique, on a des demandes, des offres d'emploi qui sont à un plus haut historique, qui sont pas satisfaites. Et donc avec ça, je pense que la Fed va par moment peut-être devoir surprendre dans le mauvais sens, en disant je baisserai pas les taux avant que je vois ça, ou éventuellement je vais remonter les taux là où vous pensez qu'il y en a plus. Pour l'instant, on a un taux terminal pour ce pic-là autour de 5%. On pense, nous, qu'on ira plus loin que ça, compte tenu du fait que le marché du travail est extrêmement robuste. On va revenir. On va rentrer maintenant justement un peu dans vos prévisions détaillées pour 2023. Moi, je suis très surpris pour l'instant quand je vous entends. On a interrogé, comme on le fait désormais avant chaque émission, les conseillers en gestion de patrimoine pour avoir leur avis. Et vous m'avez beaucoup parlé d'inflation. Or, quand on leur pose la question de ces 2 risques, lequel vous paraît être aujourd'hui le plus probable, la réponse sans appel avec une très large majorité, c'est la récession. Alors, est-ce que vous croyez ou pas à une récession en 2023 ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît peu probable? Éric, votre sentiment, et votre sentiment, il est très important puisque la réponse que vous nous avez donnée tout à l'heure, c'est les bénéfices. Donc, on va mesurer l'ampleur de la problématique sur votre sujet phare au vu de cette réponse macroéconomique. Étymologiquement parlant, récession, non. Fort ralentissement, oui. Bon, alors. On rappelle, techniquement, une récession, c'est quand on a 2 trimestres consécutifs de PIB négatif. Alors, au niveau mondial, je crois pas du tout, d'autant plus que je pense que la Chine, normalement, devrait quand même contribuer positivement, sauf à ce qu'il renferme tout le monde aux abris. Bon, c'est a priori pas le scénario. Donc, récession, non. Ralentissement, oui. Maintenant, à combien ? Moi, les chiffres que je vois de la part des organismes, c'est autour de 2,1-2,2% de croissance mondiale. C'est fort, hein. Enfin, je veux dire, c'est un très très fort ralentissement. Je suis pas si sûr, voilà, qu'on atteindra ce niveau-là. On commence à voir d'ailleurs, avant de venir, je lisais une étude de broker qui commençait à revoir un petit peu en hausse. Alors, on n'aura certainement pas 3. Quoique, mais enfin, on ne pense pas. Mais alors après, si au lieu de 2,1, on commence à voir 2,5, 2,6, c'est plus la même chose, d'autant plus qu'il y a une corrélation très forte, ça marche à tous les coups, ça marchera peut-être plus dans l'avenir, entre la croissance mondiale et la progression des bénéfices d'une année sur l'autre. Et la corrélation, c'est quoi ? Grosso modo, c'est qu'au-dessus de 2,5% de croissance mondiale, on a progression, ou au moins stabilité, des bénéfices en Europe. Donc le 2,5, il va être intéressant à suivre. Autour de 2%, on aura régression des profits. Au-dessus de 2,5%, c'est statistique, hein, à un moment donné, ça peut s'inverser, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe depuis 30 ans. Donc, oui, il y aura un ralentissement très fort, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Puis il y a quand même, on n'en a pas encore parlé depuis maintenant un quart d'heure, mais il y a quand même la guerre en Ukraine. Hein. Enfin, ça peut quand même jouer énormément. Qu'est-ce qui va se passer et puis il y a le Covid. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit sur les pics successifs, oui, je suis pas en désaccord là-dessus. Simplement, là, on vient d'avoir des chiffres à 10, 12, 15%. C'est ça qui me semble être le pic. Mais après, on peut avoir des 5, 6%. Voilà, c'est dans la définition du pic. Voilà. Mais effectivement, 5, 6%, c'est encore beaucoup. L'explosion, elle est due quand même. Là, il y a de l'inflation sous-jacente, la transition économique, écologique, etc. Ça, c'est sûr qu'on n'aura plus l'inflation qu'on avait dans les années 2010, où d'ailleurs on disait qu'il n'y en aurait plus du tout. Voilà, tout le monde s'est bien trompé, il y en a. Maintenant, l'explosion, elle est due quand même à 2 facteurs un peu exogènes. Quand même, les goulots d'étranglement suite au dé-Covid.
Voilà, 2021, 2022, et puis quand même la guerre en Ukraine qui a propulsé le prix des matières premières. Donc voilà, ça je pense que ça va pas arriver forcément tous les ans. C'est pour ça que je pense pas nécessairement encore à des chiffres à 10, 11, 12, 15% comme on a vu dans la zone euro. Ok, si je vous lis quand même, vous avez commencé par me dire éclairci, oui. Bon, par rapport à l'année qui était quand même pas tip-top. Ensuite, vous m'avez dit bénéfice, et là vous me dites en termes, il n'y aura pas de récession. Oui. Et il y a finalement quelque part un espoir d'amélioration de la conjoncture économique par rapport à ce qu'anticipent les marchés. Éclairci, c'est sur le niveau des marchés. Ok, mais on est bien d'accord sur la lecture. Jean-Louis, même question, récession ou pas récession. Et comme l'a très justement fait Eric, on peut ouvrir ça au-delà du wording si on regarde au niveau mondial sur les éléments majeurs qui sont ce qui est en train de se passer en Chine, avec la réouverture l'économie, on va dire, et peut-être l'exportation du Covid. Ça, c'est un autre sujet, mais qui peut éventuellement aussi être traité. Donc vous, votre sentiment, d'un point de vue macroéconomique, sur cette thématique de la récession qui préoccupe les conseillers en gestion de patrimoine? Oui, alors nous, notre sentiment est que nous, on soit plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'effectivement, on est dans une phase de ralentissement en Europe et aux États-Unis, mais avec quelques trimestres légèrement négatifs ou voisins de zéro, proche de zéro. Hein, donc pas de drame, pas de récession forte, brutale, ralentissement. C'est plus le terme qui nous semble à employer. Sur la Chine, moi je pense plutôt que ça va être plutôt qu'exporter le Covid. En tout cas, notre espoir, c'est que plutôt on réexporte nous des biens et aux Chinois, enfin que l'Europe retrouve son moteur de croissance qui est effectivement parce que ça avait beaucoup baissé les exportations vis-à-vis de la Chine, et on sait que pour les constructeurs auto allemands, pour tout ce qui est machine-outil, pour tout ce qui est luxe et spiritueux, on peut avoir un fort rebond des exportations et qu'au contraire ça va soutenir et limiter le ralentissement en Europe. Et sur la Chine, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement on était dans une politique zéro Covid où dès que vous aviez un salarié qui avait le Covid l'année dernière, tout le monde rentrait chez soi, les 300 salariés du site de production en question rentraient chez soi pendant 3 semaines. Donc ça, évidemment, ça a coupé la production et ça a limité la croissance de l'économie chinoise. Aujourd'hui, on est dans un mode un peu plus européen, c'est-à-dire que un salarié attrape le Covid, il rentre chez lui, mais les autres continuent à travailler. Hein, et il revient au bout de 10 jours, 15 jours, lorsqu'il a passé lorsqu'il est rétabli. Et donc ça va être effectivement, normalement favorable à l'économie chinoise et ça va lui permettre de réaccélérer, sauf si effectivement il y a un nouveau variant qui arrive. Ça, c'est la grande question qu'on maîtrise pas. Ok. Frédéric Leroux. Oui, alors récession, le risque est faible aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être un petit ralentissement, peut-être 1 ou 2 trimestres, fin d'année. En Europe. On parle de quoi? On parle de 2023 ou on parle de 2023-2024? On parle de 2023. Autrement dit, voilà, le risque de récession importante est faible. Donc, la nouvelle d'un ralentissement qui conduit vers une petite récession, c'est une bonne nouvelle. Faut pas s'inquiéter de ça, puisque c'est ce qui permet au marché, de nouveau, de réfléchir. Bad news is good news. Donc, des mauvaises nouvelles économiques sont des bonnes nouvelles pour les marchés, puisque ça garantit la baisse des taux et ça fait remonter la valeur des actifs. Ce dont parlait Jean-Louis au début. Donc, ça serait pas une mauvaise nouvelle. Là où on aurait un risque, peut-être, d'une récession plus forte, c'est plus aux États-Unis, dès l'instant où la résilience du marché de l'emploi s'affirmerait encore davantage et forcerait la Banque centrale à aller plus loin que prévu dans ces hausses des taux. Et là, à un moment donné, on va trop loin, ça casse, et puis là, on a une vraie récession. Mais contre ça, je suis aussi d'accord avec Jean-Louis, le retour de la Chine sur le devant de la scène économique, c'est aussi un facteur qui va réduire le risque de récession, voire au contraire, redonner un petit peu d'inflation, parce que quand les Chinois repartent, ils achètent beaucoup de matières premières. Et voilà, ça passe par là. Alors ça, c'est très intéressant. On a posé la question au conseiller en gestion de patrimoine et j'avoue que j'ai été très surpris de la réponse. Donc, je vais vous la poser, Franco, avant de vous demander vos objectifs en termes d'anticipation sur les politiques monétaires et de la Fed et de la Banque centrale européenne. La question, c'est pensez-vous qu'en 2023, les banques centrales américaines et européennes puissent baisser leur taux directeur? Et 60% des conseillers en gestion de patrimoine nous répondent non, mais 30% nous répondent oui. Alors, oui ou non, sans justificatif, et après on regardera à chacun vos prévisions. Frédéric Leroux, les banques centrales peuvent-elles baisser leur taux directeur? D'après ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit jusqu'à présent, a priori, vous devez me répondre non. Non. Jean-Louis Delay. Non. Éric Turgeman. Non. Ok.
Maintenant, on va prendre... Non, il y a consensus. Au moins, un sujet sur lequel on a un consensus. Alors, maintenant, on va prendre le sujet de la Fed, la situation américaine. À votre avis, jusqu'où va aller Jérôme Powell et la Fed dans sa remontée des taux d'intérêt? Le consensus, c'est 5,5. Taux terminal. Enfin, c'est encore 25 centimes ou 50 dans un peu de temps, et encore 25 centimes en mars. Bon, ça, c'est si on n'a pas de surprise positive sur la dynamique du marché du travail, c'est-à-dire vers le haut, vers davantage d'activité. Si le travail est vraiment résilient, la Fed ira plus loin. Ok, Jean-Louis, votre sentiment? Oui, je suis assez en accord avec le 5,25, 5,5, on verra, mais sur le taux final, et puis après surtout stable. C'est ça qui va être important pour les Longtemps. Quand on dit pas de baisse des taux de la Fed en 2023, c'est qu'on va effectivement atteindre un pic, et puis après on va rester là pendant longtemps, le temps que cette politique monétaire se diffuse. On sait que ça prend environ 12 à 18 mois pour avoir le plein effet de la hausse des taux d'intérêt. Alors ça a commencé en mars-avril 2022, mais pour avoir le plein effet des 4,5, voilà, ça va prendre un peu de temps, donc ça va rester longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est pour les taux longs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura atteint ce taux terminal élevé, les taux longs vont se stabiliser. Sur le risque de plein emploi, moi je constate quand même qu'on commence à avoir beaucoup de plans sociaux importants. Ça vous a pas échappé? Amazon, Salesforce, Meta. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de salariés. On sait que les Américains, les entreprises américaines sont hyper réactives et hyper flexibles, enfin c'est tout le temps, pour maintenir leur profitabilité. Donc là, on commence à avoir quand même malheureusement des plans sociaux importants, et particulièrement dans le secteur de la tech, et je pense que ça va quand même limiter un peu le risque de surchauffe au niveau de l'emploi. Éric, votre sentiment, parce que là, ce qu'on est en train de dépeindre, c'est quand même une très jolie, pardonnez-moi le jargon, mais une très jolie courbe inversée, avec des taux longs aux États-Unis qui sont plus bas que les taux courts. Oui, alors je ne vais pas plagier Jean-Louis, mais je suis à peu près d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ce qui est important, mais enfin, du coup, là, tous les trois, on n'est pas d'accord avec le marché quand même. Parce que le marché, ce qu'il dit, c'est que mars, en gros, on monte entre 5 et 5,5, on va dire 5,25, et puis derrière, on redescend, et quand vous voyez les futurs, en fait, sur la courbe des taux, en gros, on finit l'année, le marché dit, on finit l'année 2023 à peu près 50 centimes en dessous de 2022. Et nous, tous les trois, on dit non. Parce que ce qu'on dit, c'est que ça va monter enfin ça, tout le monde le dit, jusqu'en mars. Et puis derrière, nous, ce qu'on pense, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est ce que je pense, et visiblement mes collègues aussi, c'est qu'on va rester à peu près flat toute l'année. C'est un peu ce qu'a dit Powell. Powell, il a un peu dit... Oui, mais c'est pas ce que disent les marchés. Les marchés, quand on regarde les courbes, les marchés nous disent les banques centrales vont atteindre le pic, en tout cas la Fed, en mars. BCE, c'est plutôt au mois de juillet. Et puis derrière, très rapidement, suite à des mauvais chiffres, ils vont commencer à en rebaisser. Moi, ça me semble un peu optimiste. C'est-à-dire que je pense que la Fed va attendre quand même d'en savoir un peu plus. Et là, je vois Frédéric pour se dire attention, parce que s'ils baissent, on va dire dès le mois de septembre, pour remonter en fin d'année, là c'est la cacophonie. Donc il faut mieux quand même qu'ils restent pendant les 9 mois qui restent. C'est pas bien grave pour les taux longs, parce que les taux longs, ils sont longs. Et ce qu'ils regardent, c'est au-delà des 9 mois, quelle est la tendance. Alors, quelle est la tendance. Donc c'est pour ça qu'on a une... Ça c'est pour la situation américaine. Donc vous dites, on est en opposition par rapport à ce que dit le marché, qui finalement escompte une baisse des taux, qui se met finalement assez proche de la position qu'évoquait en tout cas environ un tiers des conseillers en gestion de patrimoine. BCE, elle va jusqu'où, Christine? Alors la BCE, c'est autour de 3,5. Enfin là, c'est pareil. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que la BCE semble indiquer. C'est ce que les marchés pensent aussi. 3,5. Alors là, un peu plus tard, il y a un peu de retard à l'allumage. Donc c'est plutôt l'été. Voilà, juillet 3,5. Et puis là aussi, là, je vois pas du tout la BCE ayant atteint le pic en juillet, le redescendre 3 ou 4 mois plus tard. Jean-Louis, restez avec nous. Votre sentiment sur la BCE, est-ce que finalement il y a une politique propre de la BCE, ou est-ce que finalement BCE c'est la Fed en un peu décalé, en un peu moins puissant? Oui, on peut dire ça. Je partage tout à fait ce que dit le collègue Eric Tuchman. C'est effectivement, on a un peu de décalage, on est un peu en retard, on est un peu moins réactif que c'est classique qu'aux États-Unis, qui reste la locomotive sur pas mal de sujets. Donc oui, 3,5, on verra s'il faut aller un peu au-delà éventuellement. Mais voilà, oui, effectivement, l'idée c'est pic plutôt dans l'été, puis après stabilité.
Allez, on vient de faire les grands zooms, maintenant on va rentrer un peu dans le détail de l'allocation d'actifs, de ce qu'on fait. Partie donc, actions ou obligations, que privilégier pour 2023. Quand je regarde un peu les conseillers en gestion de patrimoine, je vais la retrouver, ils sont très partagés parce que eux ils disent 40% pour les actions à privilégier et 40% pour les obligations et 30% pour ni l'un ni l'autre. Frédéric Leroux, déjà, je vais vous poser une question toute bête. Dans cet environnement où les taux courts remontent, est-ce que le monétaire redevient une classe d'actifs? Absolument. Alors pas forcément aujourd'hui au moment où on se parle, parce que, comme on l'a dit, on est dans une phase intermédiaire de désinflation, donc les actifs risqués vont bien performer, actions comme obligations. Et donc le cash, on en parlera quand on commencera à voir les marchés obligataires ne plus réagir positivement à la désinflation. Là, on saura qu'il faut commencer à anticiper de l'inflation qui sera très néfaste aux actifs risqués. Et là, le refuge du monétaire redeviendra important. Alors, on va rentrer... allez, tiens, on va le faire de suite. Puisque vous êtes en train de nous dire ça, vous êtes en train de nous présenter plusieurs temps. Plusieurs temps? Oui, puisque vous êtes en train de nous dire, là, ça va bien pour le risqué, puis après... Là, j'ai parlé du temps breton. Il fait beau plusieurs fois par jour, et mauvais, donc plusieurs fois par jour. Donc, c'est exactement comme ça que je vois 2023. D'abord, là... Mais il va faire mauvais ou mauvais? Il va faire beau sur le premier trimestre, parce que, justement, c'est la désinflation. Et puis, il peut faire moins beau au milieu de l'année, parce qu'on se dit, oh là là, mais elle est vraiment résiliente, cette inflation aux États-Unis. Et puis après, on verra. Mais voilà, je vois des séquences, une volatilité qui essaye de s'acclimater ou s'accommoder du retour du cycle économique, du cycle court, permis lui-même par l'inflation. Juste, puisque vous parlez de Bretagne... je reviens quand même sur ma question mauvais ou mauvais. Quand vous dites que ça va un peu être un peu plus compliqué quand on va finalement se dire que l'inflation est peut-être un peu plus durable. Donc vous êtes dans vos scénarios où on se dit qu'on va voir d'autres pics. Est-ce que c'est une situation où on sort pas en mer? Non, c'est une situation où on sait qu'il faut être réactif. Pendant 10 ans, la seule chose à faire, c'était j'achète des valeurs de croissance avec un price earning élevé et je les conserve. C'est fini. Il n'y a plus de buy and hold, comme on dit, j'achète et je conserve. Et il n'y a plus non plus la prééminence définitive des valeurs de croissance sur les valeurs cycliques ou sur la value. Alors on va y revenir. Grosso modo, vous nous annoncez plusieurs temps avec des attitudes à adopter différentes. Jean-Louis, plutôt action, plutôt obligation? Alors, nous, notre préférence, c'est d'abord les obligations. C'est là où on estime, par contre, les obligations investment grade, par exemple, zone euro, c'est là où on a le meilleur couple rendement-risque. C'est un actif bien moins volatile. Et là, les taux d'intérêt, aujourd'hui, ont quand même retrouvé des niveaux intéressants, d'autant plus que si on anticipe qu'on est dans un scénario de ralentissement économique, les taux d'intérêt, ils sont sur des niveaux élevés compte tenu de ce scénario-là. Donc ça nous semble la classe d'actifs à privilégier. Alors après, on peut parler des zones, etc., des segments de marché obligataires, l'inflation. Donc plutôt tôt. Et ça veut dire que vous êtes négatif sur les actions ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on est revenu, on a rajouté des positions sur les actions européennes au mois de décembre, dès le 20 décembre, lors de l'année comité d'allocation d'actifs, en estimant que les marchés d'actions européennes présentaient une valorisation assez modérée, assez basse, et qu'elles intégraient déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. Et qu'en plus, il y avait plutôt des rayons de soleil qui arrivaient, avec le retour de l'économie chinoise possible, et puis les prix de l'énergie aussi, en Europe, qui ont pas mal baissé. Vous avez vu le prix du gaz. Alors, ils sont encore bien plus élevés que ce qu'il y avait il y a 2 ans. Mais enfin, on a quitté la bande 100 euros, 150 euros du mégawatt qu'on a connu l'année dernière, avec des pics à 300. Aujourd'hui, on est à 70. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour à la fois les ménages européens et l'industrie européenne. Donc, on a quand même quelques conseils. Donc, et la valo, elle est assez raisonnable. On est à 12 fois le PER sur l'Eurostock 50 aujourd'hui. Ça s'est plutôt baladé entre 12 et 14 fois historiquement. Donc, on n'est pas sur des niveaux extrêmement élevés. Eric Turgeman, action ou obligation? Alors déjà en Bretagne, il fait meilleur qu'avant. Il fait plus doux maintenant. Non, avec le réchauffement climatique, on a battu des records. Action ou obligation? Alors, le problème, c'est qu'on aurait fait cette émission il y a 10 jours. Je leur ai dit, il y a un potentiel. Nous, on avait un potentiel de 10% pour les marchés actions, ce qui est pas mal. Ouais. Ce qui est pas mal. Bon, on en a fait 7 déjà. Alors, je sais pas, alors qu'il est, on a fait les 2 tiers. Qui reste un petit tiers par rapport à ce qu'on avait en tête. Alors, du coup, effectivement, je rejoins Jean-Louis sur le rapport risque-rendement. S'il reste 3, 4 ou même 5%,
étant donné la volatilité et le cycle. Parce que là aussi, je suis d'accord avec Frédéric, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que là aussi, je pense qu'à un moment donné, il y aura un trou. Et moi, c'est par rapport à la crainte des bénéfices. C'est-à-dire, en gros, au mois d'avril, quand on a publié le premier trimestre et que les chefs d'entreprise vont s'exprimer, comme je pense qu'il y aura quelques gadins, encore une fois, pas énormément, mais suffisamment pour qu'on ait peur, là, on risque d'avoir... Donc on se rejoint, mais Frédéric, c'est plus sur les taux, moi, plus sur le bénéfice, c'est cohérent avec ce qu'on a dit au début de l'émission. Donc effectivement, s'il reste encore 3, 4 ou même 5% à gagner, ce qui, au passage, ramènerait les indices européens à leur plus haut historique. Hein. Si on fait ces 5%, le CAC qui doit être à 6009, on dépasserait le niveau de 7002. Mais il y a du portage sur les obligations. Alors, il y a du portage, certes, il peut y avoir de la volatilité, mais a priori, il y a du portage un peu moins risqué que les bénéfices des sociétés. Donc, entre les deux, un peu plus obligations. On aurait fait ça il y a 10 jours, je vous aurais dit 10%, ça se joue. Ouais, Frédéric. Oui, mais est-ce que j'ai pas pu répondre à la question spécifique allocation d'actifs, donc je le fais maintenant, sur la partie taux notamment. Le corporate, les obligations d'entreprise européennes, américaines, quand on met un petit peu de high yield sérieux dedans, on arrive à construire des portefeuilles avec des rendements de 8 ou 9%. Eh oui, eh oui. Ça, on aime beaucoup. Hein, à côté d'une allocation action un peu remontée, on aime beaucoup. Et un autre aspect de la sphère obligataire qui est très intéressant, c'est celui des obligations émergentes, notamment l'Europe centrale, qui profite maintenant d'une détente sur les prix de l'énergie, qui a été pour eux un problème considérable. Hein. Et donc là, on a aussi des rentabilités 8, 9, 10, 11% dans un univers géographique relativement sécurisé. La même chose pour l'Amérique latine, dans un univers géographique politique très occidentalisé. Donc là aussi, un risque souverain relativement restreint et des rentabilités de 8 à 10%. Oui. Alors effectivement, nous, on est aussi revenus sur la dette émergente en fin d'année, hein, aussi parce que le dollar s'est déprécié. C'est-à-dire que le problème des économies émergentes à un moment donné, l'année dernière, c'est qu'on avait un dollar très fort qui est passé jusqu'à 0,97, 0,96. Ça, c'était pas une très bonne nouvelle pour les économies émergentes. Là, on a quand même un soulagement, maintenant qu'on est revenu à 1,06, 1,07 sur le dollar. Effectivement, ça nous a poussé aussi à revenir sur la dette émergente, hein, qui présente des rendements intéressants, avec moins de pression du dollar. Allez, ça fait 32 minutes qu'on est ensemble, on va encore se donner quelques minutes, parce que c'est le début de l'année, c'est un moment important pour les conseillers en gestion de patrimoine pour bâtir leurs allocations d'actifs. Question toute simple, est-ce que les marchés actions seront plus hauts? Est-ce que les marchés d'actions seront dans le vert en 2023? Eric, j'ai plutôt entendu oui dans votre réponse précédente. Oui. Jean-Louis? Alors oui, et nous, je dirais, sur 2022, on avait tendance, les marchés, il fallait plutôt vendre les rebonds, et pour nous, 2023, c'est acheter les creux. Hein, ça change sur les marchés d'actions pour nous. Oui, donc pas certains qui seront plus hauts en fin d'année, mais ils auront donné de belles opportunités à ceux qui savent être mobiles. Question par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Quels sont les styles et quels sont les pays à privilégier? Lorsqu'on interroge les conseillers en gestion de patrimoine, ils nous disent les fonds blend, les gestions blend, donc diversifiées à 43%, vient ensuite la value et à 39%, et les valeurs de croissance, les bien-aimées, celles qui ont rapporté plein d'argent pendant plusieurs décennies quasiment, ne sont plus qu'à 17%. Il faut faire une bascule value, Frédéric Leroux? Il faut l'avoir déjà largement entamé, oui. Parce que, dès l'instant où, comme moi, on pense à une inflation résiliente pour la décennie qui vient, on comprend très bien que les multiples élevés ont vocation à être érodés année après année pendant toute cette période d'inflation. C'est l'exemple. Donc ça, c'est l'effet de l'actualisation en fonction des taux d'intérêt. Voilà. Les taux remontent, donc les valorisations baissent. Et puis les taux sont plus élevés, donc le coût du capital est plus élevé, donc la base de production installée prend de la valeur, quoi. Et donc on retrouve la value, on retrouve la cyclicité industrielle, on retrouve ce genre de choses. Dans ce cadre-là, bien entendu, sur les rebonds liés aux désinflations locales, qui vont favoriser donc les valeurs de croissance, on s'allège pour progressivement se repositionner sur des choses qui s'accommodent beaucoup mieux d'un environnement de taux plus élevé. Alors ça, ce sont des secteurs. Et après, géographiquement, ça veut dire quoi? Beaucoup moins d'États-Unis,
qui sont le pays dans lequel on trouve le plus de ces belles valeurs de croissance, qui ont encore beaucoup de... On a vu tout à l'heure d'ailleurs avec Nadine Trémolière que les marchés américains s'étaient bien moins comportés que les marchés européens début d'une tendance en 2022. Et puis en contrepartie de ça, donc la Chine, je pense, va créer une valeur extraordinaire avec sa sous-performance des 18 derniers mois. Et Japon devient un peu comme l'Europe, mais d'une façon peut-être encore plus marquée, un endroit où on trouve la value, mais c'est un trésor. Le grand retour du Japon qu'on plébiscitait dans les années 90 pour les plus jeunes. J'anticipe un peu, mais je pense que c'est vraiment à regarder. On a commencé d'ailleurs, nous, à acheter des banques japonaises qui profitent du changement de politique monétaire et qui fait remonter les taux là. Jean-Louis Delay, votre réaction et votre stratégie par rapport à ça, parce que je rappelle, et c'est tout le charme de cette émission où on vous suit et on vous connaît de mieux en mieux au fur et à mesure d'émissions, vous aimez bien les valeurs de croissance, vous aimez bien la visibilité, vous aimez bien le pricing power. Donc, comment vous naviguez dans ce nouvel environnement ? On a une approche assez équilibrée, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur des belles valeurs de croissance qui ont du potentiel et qui vont profiter, comme le disait collègue, de la baisse des taux d'intérêt à long terme, parce que effectivement, on voit qu'on peut avoir des rebonds très forts, mais on a aussi des financières en Europe et d'autres valeurs cycliques européennes. On est aussi présent sur les actions émergentes. Mais notre call de fin d'année dernière, ça a été de revenir sur les actions européennes qui ont une composante évidemment value plus importante que les États-Unis. C'est que le poids de la value en Europe, ce qui explique d'ailleurs l'écart de valorisation entre les deux marchés. Mais quand on regarde les choses, le marché américain aujourd'hui se paie 17 fois le PE 2023, l'Eurostock 50 se paie 12 fois. C'est un écart de 5 points qui est assez élevé, historiquement, qui est assez élevé. Et quand on a les primes de risque par rapport au taux long, on est sur des primes de risque de l'ordre d'une prime de risque par rapport au taux d'intérêt à 10 ans à 6% sur l'Eurostock 50, alors qu'on est juste à 2,40 aujourd'hui sur le marché américain. Donc pour nous, il n'y a pas photo. On préfère aujourd'hui très nettement les marchés européens. En plus, il y a beaucoup de financières en Europe qui sont en train de profiter de la courbe des taux qui est en train de changer, avec des marges d'intérêt pour les banques qui sont plutôt très bien orientées et qui leur profitent en tous les cas pour celles qui sont le plus sensibles, c'est-à-dire l'Irlande, l'Espagne, l'Italie. On a effectivement des résultats de ces banques qui sont plutôt très solides. Ok, Eric Turgeman, alors j'aime bien parce qu'on a tous des caractéristiques et des lectures. Vous êtes historiquement un gérant action avec un biais value. Ouais. Donc c'est un style qui a quand même bien souffert pendant des années. Vous vous dites que c'est le grand retour en grâce, c'est que... c'est pas certain, moi ça me fait un peu mal au cœur. J'entendais ce que disait Jean-Louis, il y a des banques françaises qui se fait 0,3 fois, 0,5 fois la book value, enfin l'actif net. Pour justifier ça, il faut anticiper quand même des sacrées pertes quelques années. Et moi, je crois que le coût du risque va augmenter, mais pas autant que ce que les cours indiquent. Bon, donc si je devais pas gérer des portefeuilles, rendre des comptes à court terme, etc., je pense que celui qui achète aujourd'hui des valeurs dites value cycliques, qui part 10 ans en vacances et qui revient, il aura largement gagné. Maintenant, les marchés, c'est pas ça. Il y a un effet moutonnier, malheureusement, c'est comme ça. Et si on est dans une perspective de doute sur la croissance, donc éventuellement de doute sur les bénéfices, avec... Voilà, on n'est pas forcément d'accord, mais avec l'impression que la hausse des taux est derrière nous. Dans ce cas-là, les valeurs de croissance qui ont quand même baissé par rapport à la hausse des taux et à l'actualisation des bénéfices pourraient revenir en grâce. Alors, je dirais c'est le marché, mais à un moment donné, il faut tenir compte du marché. Donc fondamentalement, je pense que ça serait une erreur, mais c'est pas pour ça que ça va pas se produire. Ok, allez, très rapide, en 20 secondes chacun, une question sur un sujet. Je sais qu'il y a quelques conseillers en gestion de patrimoine qui adorent ça, donc je vous la pose, sujet de l'or. Intéressant, pas intéressant? Ouais, moyennement intéressant parce que ça dépend beaucoup des taux réels et je suis pas certain que ça parte. Jean-Louis? Intéressant pour y revenir à un moment donné, parce qu'effectivement, il y a les taux réels qui sont négatifs. Par contre, il y a des achats importants des banques centrales indiennes et chinoises qui diversifient leurs réserves de change et qui soutiennent la classe d'actifs. Et puis, deuxièmement, si le dollar continue à baisser, ce qu'on nous on anticipe au moins sur la deuxième partie de l'année, à ce moment-là, l'or peut redevenir attractif. Jean-Louis. Frédéric. Très intéressant, pour une raison essentielle. L'inflation s'installe, enfin elle est là, va monter cycliquement. La résistance à la douleur des populations aujourd'hui est très faible, les banques centrales le savent.
Les taux seront jamais plus hauts que l'inflation. On aura toujours des taux réels négatifs. C'est fini, Volcker. Et ça, Volcker ne peut pas revenir aujourd'hui. On n'a pas envie de quelqu'un de trop dur pour nous. Et donc, on aura des taux réels durablement négatifs. Et ça, c'est le moteur essentiel de la hausse des prix de l'or. Allez, 1 minute à chacun de conclusion sur vos prévisions, vos recommandations sur 2021. Frédéric Leroux, j'étais avec vous, je reste avec vous. 2021, 23 2023, pardon. Les prévisions. Alors, on parle de... c'est plus facile. Prévisions, on parle de cours de bourse. De ce que vous... Comment vous voyez le monde si on doit résumer votre pensée en 1 minute. Alors, en 1 minute. L'inflation est de retour pour la décennie qui vient. C'est pas forcément une croissance permanente et continue, mais en tendance, elle sera avec nous. Cette inflation recrée la cyclicité économique qui redonne à la gestion active toutes ses lettres de noblesse. La gestion active a souffert pendant 10 ans d'une absence de cycle liée à une absence d'inflation. Le cycle revient. Ceux qui vont gagner de l'argent dans ce marché sont des gens qui savent acheter des bonnes choses, prendre les bénéfices quand il faut, aller sur autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on revient en termes d'indices sur des marchés de taux ondulés ? Ah oui, taux ondulé avec probablement taux ondulé, c'est très bien, ça me va très bien, mais ça veut surtout dire qu'il faut aussi savoir s'aventurer en dehors de ces zones de confort. Il va falloir aller au Japon, il va falloir retourner en Chine, il va falloir aller chercher des secteurs de l'ancienne économie qu'on a complètement oublié. C'est tout ça qui va rendre cette année et les années suivantes absolument passionnantes. Jean-Louis Delay. Donc nous, préférence pour les obligations comme ça a été évoqué, avec dette émergente, dette européenne d'une façon générale, un peu moins sur les dettes US parce que parce que si on anticipe une baisse supplémentaire du dollar, aujourd'hui couvrir le dollar, ça coûte assez cher, ça coûte environ 2,50% par an pour un investisseur zone euro. Donc même si les taux d'intérêt sont intéressants là-bas, on préfère plutôt la zone euro puisqu'on n'a pas ce coût de couverture. Et sur les marchés d'actions, comme je le disais, l'année 2022, ça a été vendre les rebonds de marché, et pour nous l'année 2023, ça sera acheter les creux. Éric Turgeman. Alors, l'année 2022, c'est la première année depuis, je crois, 20 ans où il y a eu corrélation négative entre les marchés de taux et les marchés actions. En général, ça n'arrive jamais. Il y en a toujours un des deux qui compense. Je nous rappelle 94. 94, donc ça. Pardon. Ça remonte un peu, mais c'est ça. Nous, on travaillait tous. Voilà. Je crois fondamentalement que ça n'arrivera pas en 2023. Voilà. Soit effectivement les taux vont se détendre un peu, donc les marchés obligataires vont légèrement performer. On pourrait avoir un accident. Enfin, si les taux se détendent trop, ça sera très bien pour les marchés obligataires, mais ça voudra dire qu'on rentre plus en récession. Les marchés actions pourraient être heurtés. Inversement, si finalement la croissance reste très bonne, les marchés obligataires ne vont pas forcément performer, mais là on aura les actions qui prendront le relais. Donc je pense que là il y aura des corrélations dans un sens ou dans l'autre. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 42 minutes pour nous donner ces prévisions qui sont pas dans le consensus du marché, qui sont avec de réelles différences. Merci à vous. Donc, on fera un point au mois de juin avec un prochain G3 Bourse. Merci également à vous, conseillers en gestion de patrimoine, notamment pour vos réponses au sondage. Vous en recevrez un dans environ 15 jours sur notre prochaine émission. C'est très utile parce que ça nous permet effectivement d'avoir aussi le sentiment du terrain et pas simplement le sentiment de ce qui se passe dans les salles de marché des sociétés de gestion françaises. Merci à vous tous. C'était et plus encore. On se retrouve le mois prochain sur H24 Finance, LinkedIn et YouTube. Salut.